Jeudi, jour de paye, mais aussi jour de podcast Leader RH. Merci d'être là et de nous prêter une partie de votre journée pour vous développer et apprendre à connaître mon invité du jour, Mélissa Lafont, qui est directrice principale expérience et ressources humaines. Maître Lafont, devrais-je dire, parce que c'est la première fois qu'on a une avocate en droit du travail qui a ensuite pivoté vers un rôle RH. Donc, elle nous parle aussi de son parcours, bien évidemment, comment ça l'a préparé dans ses fonctions RH, mais aussi l'importance d'avoir des mentors dans notre organisation, des gens qui nous prennent sous notre aile et comment, comme nous, leaders RH, on peut aussi être mentor puis développer les gens autour de nous. On parle bien évidemment de son rôle à l'aéroport, qui est tout récent, mais aussi d'une grande partie de sa carrière dans l'industrie pharmaceutique puis dans le domaine de l'ingénierie chez Créaform, qui est très connu dans la région de Québec, côté expérience employée, culture de l'organisation, culture du feedback, comment elle travaille avec ses gestionnaires de premier niveau pour faire percoler cette culture-là, qui est la première ligne directement avec les employés. Donc, un masterclass sur le développement organisationnel et comment travailler avec ses gestionnaires. Donc, bonne écoute. Si vous appréciez l'épisode, si vous appréciez notre communauté, merci de la partager, de nous laisser des commentaires sur les plateformes Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Là où vous prenez connaissance du podcast, c'est toujours apprécié. Mélissa, bienvenue au podcast. Bonjour Michel, merci de me recevoir. Donc, Mélissa Lafont, directrice principale culture et talent. Exact. À l'aéroport de Québec. Je suis content. Nous, on s'était parlé l'an passé lorsque tu étais chez Créaform, puis on était supposé se voir sur le podcast, puis là, il y a eu le changement d'emploi. Fait que je suis vraiment content. C'est comme une conversation en deux temps, mais je suis très, très content de te recevoir puis de découvrir ton parcours. Oui, je suis très contente d'être ici avec toi, Michel. Puis en plus, tu es la première avocate. Alors, maître, est-ce que c'est ta première avocate RH? Donc, comment les RH sont rentrés dans ta vie? Je comprends que tu as étudié en droit. Comment c'est rentré dans ta vie? Oui, exactement. J'ai étudié en droit. Écoute, je suis arrivée à l'Université Laval en 2001 pour faire mon droit, mais en réalité, plus pour jouer au soccer que pour étudier, là. Okay. Mais c'est une réalité. J'étais plus une athlète étudiante qu'une étudiante athlète. Okay. Donc, j'ai fait mon droit. Puis, après ça, j'ai fait mon barreau. Je suis tombée enceinte au barreau. J'ai eu 2 enfants. Okay. Puis, par la suite, j'ai commencé ma carrière 2 ans et demi plus tard et j'ai fait mon stage à l'Université Laval. Okay. Et j'ai eu la chance de tomber tout de suite dans les relations de travail parce que ma maître de stage était surtout spécialisée en droit du travail. Donc, je suis restée un bout à l'Université Laval. Mais est-ce que tu voulais faire du droit du travail ou quand tu faisais ton bac, tu étais ouverte à tous les domaines ou le droit du travail t'avait interpellé un peu plus? Non, j'étais ouverte à tous les domaines, mais lorsque j'ai touché au droit du travail, parce que j'avais touché à différents droits à l'Université Laval, mais ça a vraiment été un amour. Tu sais, tu gères avec des humains, donc j'ai adoré cet aspect-là. Puis, par la suite, je suis allée en pratique privée chez Lecor et Associés, qui était vraiment spécialisé juste en droit du travail. Qui est connu... Oui, qui est tout à fait connu, qui a un gros bureau à Laval, puis il avait fait un petit bureau à Québec qui était parti avec des avocats ici à Québec. Puis je suis arrivée chez Lecor et Associés et j'ai énormément appris au niveau des conventions collectives, au niveau des relations de travail. Puis je suis même allée à la cour d'appel, ce qui m'avait énormément impressionnée dans ma jeune carrière. Chez Lecor et Associés, donc c'est un cabinet exclusivement en droit de travail pour les employeurs, tu as une expérience, tu as une opportunité d'aller à la cour d'appel. Oui. Comment ça doit être stressant? C'est très stressant, puis je n'étais pas l'avocate en chef, je faisais juste assister la personne, mais j'étais trempe à lavette, puis c'était même pas moi qui plaidais, mais c'est très impressionnant. Il y a 3 juges, j'étais jeune dans ma carrière, mais c'était une superbe expérience pour moi d'apprentissage. Puis est-ce que de se lancer, tu sais, parce que tu avais certainement, on parle souvent du syndrome de l'imposteur, puis est-ce que de se lancer comme ça vient du sport ou dans ta personnalité, de dire je me lance, je m'essaie, je me mets en zone d'inconfort, puis je vais apprendre de ça? Je pense que
Aujourd'hui, je l'explique comme ça par le sport, de te mettre des défis, de te lancer des challenges pour avancer, pour progresser. Je pense que probablement que ça vient du sport, mais j'aime ça. C'est comme ça que je carbure. Moi, j'aime qu'on me lance des défis, puis j'en ai vécu chez Cinéos. Là, je vais venir à mon passage à Cinéos, mais je pense que c'est comme ça que l'humain progresse, c'est de se mettre en dehors de sa zone de confort pour pouvoir avancer puis apprendre. Ouais. Puis là, tu as fait ça un petit bout, mais là tu étais du côté avocat, mais côté employeur. C'est quel genre de dossier? C'est-tu plus de la santé-sécurité, des négociations? Dans quel cas est-ce qu'un employeur ou une entreprise fait appel à un avocat en droit du travail? C'est très fréquent, surtout pour les relations de travail. Donc, tout ce qui est négociation de conventions collectives, enjeux avec des employés, mettre à jour ses politiques, donc santé-sécurité, pour aller au tribunal. Donc, c'est très fréquent que les entreprises, en particulier les plus grosses, qui font affaire avec des bureaux externes pour justement les aider dans tout ce qui est relations de travail. Puis là, c'est là que tu fais tes premières armes de négociation collective. La relation syndicat, c'est quoi les expériences que tu te souviens de ça? Mais j'avais surtout notre avocat associé du bureau qui était vraiment un expert en négociation de collective, puis j'ai énormément appris de lui. Il nous parlait beaucoup de ces négociations, surtout gouvernementales. Donc, on en discutait beaucoup de ces négociations-là, comment ça se passe, quoi dire, quoi pas dire, comment stratégiquement laisser l'autre venir à toi. Donc, tous ces petits détails-là, Yves, il en parlait souvent, puis il nous coachait beaucoup, puis il a été un mentor au niveau des négociations, des conventions collectives. Donc, j'ai beaucoup appris. Puis par la suite, moi, j'avais 2 jeunes enfants. C'est là que j'ai décidé de faire le saut dans l'entreprise privée. Chez Cinéos, il y avait un poste qui avait ouvert aux ressources humaines, mais avec une spécialité en droit du travail. Puis il y avait une avocate corporative qui était là. Puis elle avait besoin d'aide au niveau des relations de travail. Donc, elle m'a dit, elle a dit surtout au RH, elle a dit, écoutez, moi, je cherche quelqu'un qui a un profil en droit du travail. Donc, le poste est ouvert. C'est là que j'ai appliqué sur le poste, puis... Fait que t'avais un rôle, t'étais dans le département RH, mais vraiment un chapeau de droit du travail spécifique. Oui, exactement. Je les aidais à tout ce qui était relations de travail, puis j'étais aussi dans les RH, mais moi, tu comprends que je connaissais pas grand-chose au RH, mais j'arrivais comme avec mon chapeau d'avocate en droit du travail. Puis Cinéos, juste pour situer les gens, ça fait quoi exactement? Ça fait des études cliniques. Cinéos a changé de nom plusieurs fois, mais les gens vont connaître Cinéos sous le nom de Anapharm. Ça a été Pharmanet, puis ensuite Cinéos, qui appartient à la maison mère, est aux États-Unis. OK. Fait que là, tu es aux États-Unis, puis là, toi, il y avait d'autres équipes RH à Québec ou tu relevais de gens à l'étranger? Ou Moi, à Québec, je relevais de quelqu'un qui était ici. Okay. On était une équipe à l'époque de 6-7 RH à Québec, mais il y avait un gros département RH aux États-Unis. OK. Puis comment les interactions, des fois, ils comprennent mal. Des fois, j'entends ça, des gens qui ont des sièges sociaux ou des centres d'expertise étrangers, ils comprennent pas la réalité québécoise. Ça allait-tu bien, vous? Moi, j'ai des super de bonnes relations avec mes collègues américaines surtout. Mais écoute, je pense que lorsque tu leur expliques les enjeux puis les réalités du Québec, ils sont super ouverts. Puis tout ce qu'ils veulent, c'est que ça fonctionne. Donc, à partir du moment qu'ils voient que tu gères ton expertise puis qu'ils comprennent que tu as le contrôle de ce qui se passe ici, je pense que les relations peuvent juste aller bien, là. Oui, c'est ça. Puis de comprendre que ça va dans les deux sens. Puis tout à fait. Oui, c'est ça, d'apporter. Là, tu rentres dans cette équipe-là comme contributrice individuelle, mais tu as l'opportunité de diriger l'équipe. Comment ça arrive, cette opportunité-là? Ça fait même pas 1 an que je suis chez Cinéos, puis la gestionnaire qui est là décide de quitter pour aller relever des nouveaux défis. Puis là, je reçois un appel de celle qui gérait la VP RH aux États-Unis, puis elle me dit « Mélissa, est-ce que ça te tente de prendre le poste? » Là, je lui dis « Est-ce que tu me donnes 24 heures pour réfléchir? » Là, je m'assois avec l'équipe. Je dis, moi, je peux pas prendre ce poste-là. Moi, je suis pas zéro experte en RH. Je connais pas ça. J'ai pas étudié là-dedans. Puis je dis, je me sentirais justement comme un imposteur de prendre ce poste-là. Et je me suis assise avec toute l'équipe, puis j'ai dit, écoutez, les filles, parce qu'il y avait juste des filles dans l'équipe. Je dis, on vient de m'appeler, puis on me propose de prendre le poste.
Mais je veux pas prendre ce poste-là si, un, vous êtes pas d'accord, deux, si vous êtes pas en arrière de moi, parce que je suis pas experte, mais j'ai besoin de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à ça. Ils n'ont pas hésité une seconde, eux autres. Ils ont dit, écoute, la personne va relever des États-Unis. C'est toi la meilleure en anglais parmi nous. Puis nous autres, tu sais, écoute, on va te backer puis on va y aller all-in avec toi. Donc, tu peux y aller puis on va embarquer dans l'aventure avec toi. Puis on est consciente que tu es une nouvelle gestionnaire puis on va faire partie. C'était une première expérience de gestion aussi pour toi? Oui, exactement. Je suis début de trentaine. J'ai jamais géré personne. J'ai juste fait du droit du travail, puis je me lance dans l'aventure. Puis je dis, écoute, j'ai une équipe en arrière de moi, puis je vais apprendre. Je n'ai fait du YouTube. Oui, du YouTube, c'est pour te former. Pour me former, je connaissais rien. Puis, dans le reste, là, comme tu étais directrice ressources humaines, tu tombais-tu du comité de gestion aussi? Donc, tu avais aussi à apprendre ça, la relation avec... C'était-tu un président, directeur général? C'était quoi les structures? Oui, j'ai eu la chance. Je relevais directement au niveau RH de la gestionnaire aux États-Unis. Par contre, j'étais excusez l'anglicisme, en dotline avec le président ici des premières phases. Puis sincèrement, dans ma vie, ça a été un tournant parce que j'avais énormément de support des États-Unis, mais aussi le président ici me dit, Mélissa, je vais te prendre sous mon aile. Tu ne seras pas officiellement sur le comité de direction, mais je vais t'amener souvent avec moi. Donc, les premiers 6 mois, il m'a amené souvent pour comprendre toute la stratégie lorsque tu es sur un comité de direction, comment qu'on crée des objectifs, comment qu'on crée de la valeur, pour l'entreprise. Donc, il m'a vraiment pris sous son aile puis amené dans plein d'événements, dans des comités de direction. Puis c'est comme ça que j'ai progressé de fil en aiguille. Puis ça va vite là, lorsque tu as des mentors comme ça qui te supportent. Puis ça a été un tremplin incroyable pour le reste de ma carrière. Oui. Puis ce type de mentorat-là, tu sais, des fois, il est structuré dans des organisations. Des fois, il ne l'est pas. C'est quoi, mettons, les meilleures pratiques ou les éléments qui faisaient ou que toi, tu as le plus apprécié comme mentoré dans cette relation-là? Mais je pense que c'était informel, mais il me l'avait quand même dit formellement, mais c'était fait de façon informelle. Mais je pense la plus belle qualité d'un mentor, c'est de démontrer à l'autre qu'il a confiance. Puis il y a tellement de fois, ils m'ont mis dans tellement de situations que je ne pouvais pas imaginer. Tu sais, ils m'ont lancé ils me dit, va faire une présentation à Pfizer, à Toronto, sur le talent development. Je savais même pas c'était quoi. Puis là, il me dit, écoute, eux autres non plus, ils savent pas c'est quoi. Fait il dit, tu peux tout apprendre, donc tu peux y aller. Et j'ai fait à peu près, je reparle de YouTube, mais j'ai dû faire 12 à 15 heures de YouTube pour monter ma présentation. Je me pointe à Toronto avec mes valises, puis il m'a appelé juste avant, puis Mélissa, ça va bien aller, t'es capable, t'es bonne. Tu sais, d'avoir un mentor qui te fait confiance, puis tu te dis, écoute, moi, je me fais pas confiance, mais lui, il a l'air à me faire confiance, donc je vais y aller. Donc, j'arrivais là, mais il m'a mis dans des situations, tu sais, je l'ai trouvé bon parce que c'est lui qui me poussait, puis il me disait, non, je sais que t'es capable, vas-y. Puis là, je le prenais le défi, puis je partais, puis c'est comme ça que j'ai appris, mais je le sentais dans son regard, puis à ma gestionnaire aux États-Unis qui me faisait confiance. Quand tu as ce regard-là, tu as l'impression que tu peux tout faire sans que personne va te laisser tomber. Puis je pense que c'est une belle qualité pour un mentor. Je prends quelques secondes pendant cet épisode pour remercier Ansia, notre partenaire du podcast Leader RH. Vous savez à quel point ça peut être difficile de recruter 2, 3 bons employés. Alors imaginez devoir en recruter 100, 200, 500. C'est ce que Ansia fait, du recrutement de volume, mais tout en conservant la touche humaine. Donc, régler tous les problèmes d'attraction, de recrutement et d'intégration pour toute entreprise qui recrute qui font plus de 100 recrutements par année. Alors, merci Ansia et bonne écoute. Ouais. Puis je trouve aussi que comme leader RH, ça fait partie de notre responsabilité aussi de mettre d'avoir des gens dans notre sillon, puis d'être leader positif, puis d'amener les gens vers l'avant. Oui, exactement, sortir de leur zone de confort. Oui, vraiment, vraiment. On parlait de, tu diriges l'équipe, t'es première gestionnaire, mais souvent, c'est nos gestionnaires, notre première ligne avec les employés. Comment toi, t'as vécu ça, puis comment ça t'a aidé à préparer, parce que là, maintenant, tu travailles avec des gestionnaires pour les rendre. Qu'est-ce que tu as appris de ça? Puis
Mais ce qu'on a appris beaucoup, c'est qu'au départ, chez Syneos, il était assez précurseur là-dedans. Il faisait beaucoup de sondages auprès des employés, puis il prenait le pouls beaucoup. Donc, ce qu'on se rendait compte, il y a beaucoup de gestionnaires, en particulier de premier niveau, qui nous disaient: je me sens pas outillé pour donner de la rétroaction, je me sens pas outillé pour faire la gestion de la performance. Puis ça revenait souvent dans les sondages. Donc, on s'est dit comment qu'on peut mieux les équiper. Puis on avait un bureau aux États-Unis qui ne faisait que de la formation de toutes sortes pour tous les employés. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec eux autres. J'ai dit, écoute, nos gestionnaires là, de première ligne, là, c'est eux autres qui gèrent 70 % de nos employés. Si on veut engager nos gens, il faut commencer par engager nos gestionnaires et les former adéquatement pour être capable qu'eux autres mêmes forment les employés. Donc, on a mis en place avec eux autres un programme qu'on a dit pour les premiers gestionnaires, donc de premier niveau. Tous ceux qui avaient 2 ans et moins d'expérience comme gestionnaire, on dit, on veut leur donner la base. C'est quoi les compétences de base qu'un gestionnaire qui est nouveau doit avoir pour être capable de pouvoir performer comme gestionnaire? Donc, on a mis en place ce programme-là qu'on a travaillé pendant quelques mois à mettre en place. Puis après ça, tous ceux qui avaient 2 ans et moins chez nous sont rentrés dans la première cohorte, le projet pilote qu'on a mis en place pour aller à ces formations-là qu'on avait mis, qui étaient échelonnées sur une période de 6 à 12 mois. Puis c'était que de la formation? C'était quoi les mécanismes d'apprentissage? Tu te souviens-tu un peu, genre, comment ça pouvait se décliner? Oui, il y avait différentes formations. C'était surtout en personne qui se faisaient. Donc, c'était des formations basées sur, par exemple, la rétroaction ou comment faire la gestion de la performance. Ça se faisait en personne. Mais aussi, on avait mis un programme de Buddy Program. Donc, tu devenais un nouveau gestionnaire. On te mettait en paire avec un autre gestionnaire plus expérimenté qui te permettait de pouvoir justement l'appeler si tu avais une question puis te sentir un peu moins gêné que d'appeler ton gestionnaire. Donc, dès que tu devenais nouveau gestionnaire, on te mettait en paire avec un autre gestionnaire plus expérimenté. Puis ce gestionnaire-là, ça le forme aussi à comment coacher quelqu'un d'autre. Donc, c'était à 2 niveaux qu'on formait les gens. Le nouveau gestionnaire puis le gestionnaire apprenait aussi à former l'autre puis à coacher. OK. Puis, tu dis... moins de 2 ans, gestionnaire moins de 2 ans, chez vous, ou mettons que tu embauchais quelqu'un qui était déjà gestionnaire ailleurs, puis qui rentrait chez vous, est-ce qu'il passait au travers de ce processus-là? Oui, lui aussi, même s'il y avait plus de 2 ans à l'extérieur, on disait, on va être sûr de te reformer. Donc, on va te remettre sur ce programme-là. Puis c'est bon, c'est un bon rappel à tous les gestionnaires, même ceux qui ont beaucoup d'expérience. D'avoir un rappel, ça fait pas de tort. Donc, on se disait, lui aussi, il va passer dans la moulinette. Puis, on va y faire passer à travers le parcours qui était pas si long, mais je pense qu'il était très utile pour les gestionnaires. Je trouve ça fun aussi de la discussion de comment on... Tu sais, souvent, la discussion RH sont aux pro-employés, pro-employeurs, sont tous gestionnaires. Tu as une posture assez claire où on écoute les employés, mais comment on supporte nos gestionnaires, je pense. Hein? C'est clair chez vous, ton rôle comme RH, c'est d'outiller les gestionnaires. Moi, je pense que oui, parce que c'est par eux que tout passe. C'est eux qui, au quotidien, parlent avec les employés, les gèrent, comprennent qu'est-ce qu'ils font. Donc, si on vient bien les outiller puis les équiper pour être des bons gestionnaires, pour faire progresser les gens, c'est là qu'on va avoir la meilleure rétention. C'est en passant par nos gestionnaires parce que c'est eux qui vont être capables de développer ces gens-là. Moi, je suis pas capable d'aller former les gens un par un. Donc, c'est mes gestionnaires, je passe par mes gestionnaires pour être sûr qu'on retienne nos talents. Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis, est-ce que les outputs de ce programme de gestionnaire-là, es-tu capable de le mesurer, de voir comment tu pouvais percevoir que ça avait vraiment des impacts, que ça fonctionnait? Bien, écoute, je crois beaucoup à tout ce qui est des données. Pour voir si quelque chose fonctionne, il faut que tu ailles chercher des données. Puis comment tu peux aller les chercher, ces données-là? Bien, on faisait des sondages aussi. On questionnait aussi les employés qui venaient d'arriver dans ces groupes-là. Donc, on allait questionner les gestionnaires qui avaient fait ces cours-là, ces cohortes-là. Puis, on allait questionner aussi les employés. De ces gestionnaires-là. De ces gestionnaires-là pour voir, est-ce que tu veux un changement? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une évolution? Puis aussi, les nouveaux employés qui arrivaient, après 6 mois chez nous, on les questionnait.
Là, on dit, OK, comment a été ton arrivée avec ton gestionnaire? Comment ça va? Tu sais, c'est pas pour mettre toute l'emphase sur le gestionnaire, mais c'est au contraire pour essayer d'aller voir, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire quand un nouvel employé arrive, par exemple, dans un groupe? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Tout est une question d'aller prendre le pouls pour voir comment qu'on peut, tu sais, mieux faire notre processus. Fait qu'il y a un souci d'amélioration continue. Exact. Là-dedans, veut pas. Oui. Je trouve ça intéressant. Puis, y a-tu d'autres mécanismes? Tu parles beaucoup du... C'est comme des sondages organisationnels? Ou oui, exact. Ou si vous faisiez juste un form, puis go, on sonde les gens. C'est-tu organisé, structuré, ou c'était plus un souci de... On fait un sondage, on utilise n'importe quel outil, puis on y va? Toutes ces réponses. Okay. Des fois, il était structuré. Tu sais, chaque année, on voulait faire un sondage. Puis des fois, on disait, écoute, là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui... Tu sais, on entend des échos. Est-ce qu'on fera un survey? Mais là, on disait, on va lancer le sondage, mais lui, il faut qu'il soit structuré. Il faut qu'on comprenne les questions. Mais surtout, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que si tu fais un sondage, mais que tu n'as pas de plan après, c'est un peu comme un coup d'épée dans l'eau. Donc, c'est important de savoir, dire, OK, là, j'ai besoin de faire un sondage, mais qu'est-ce que je vais aller chercher? Puis qu'est-ce que je vais faire avec cette information-là? Parce que c'est vrai que j'ai déjà entendu des gens qui me disent « Ah, je ne veux pas faire un sondage, je sais déjà les réponses qui vont sortir, puis je ne veux pas l'adresser. » Fait que faut être willing d'entendre ce qui est dit, mais surtout parce que les gens vont se démobiliser des sondages. Je pense que c'est ça. Ils voudront plus répondre aux sondages. Ils font comme, ben oui, je coche les réponses, mais il n'y a rien qui bouge par après. Exact. Il faut être sûr qu'on a des actions après. Tu ne peux pas toujours prendre des actions sur tout, mais c'est de l'annoncer par contre, dire, écoutez, on vous a entendu. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont peut-être sorti, mais voici sur quoi qu'on va prendre des actions parce qu'on pense que c'est le plus important puis c'est le plus ciblé. Je pense que c'est de communiquer avec les gens. Fait qu'on n'est pas obligé d'adresser tout ce qui sort du sondage, mais comme organisation, de dire on va adresser tel point, on entend ça. Ça fait partie de la transparence? Je pense que oui, puis ça fait partie de dire au monde, c'est sûr qu'on ne peut pas tout adresser parce qu'on doit prioriser, comme dans nos vies, on doit prioriser des choses qu'on fait et des actions. Donc, je pense que c'est l'important, c'est de le nommer, de le dire, écoutez, là, on a priorisé ça parce que c'est ça que vous avez nommé le plus important. Donc, c'est là-dessus que pour la prochaine année, on va focusser puis on va prendre des actions qui sont associées à ça. Mais je pense que c'est dans la transparence. Les gens sont hyper brillants puis quand tu leur expliques, ils ont le goût de savoir, ils ont le goût de comprendre. Puis à partir du moment que tu ouvres ce canal-là, je pense que la communication va 2 fois mieux. Puis je pense que l'ambiance va mieux aussi parce qu'ils comprennent mieux pourquoi la business s'en va là. Puis comment ton parcours d'avocate, ta job, tu sais, là, t'avais-tu quitté pas mal le droit dans ton quotidien ou tu t'avais encore pas mal les dossiers de droit dans ton nouveau rôle de gestionnaire? Bien, ça variait. C'est sûr que chez Cinéa, je dirais que 70% RH, j'avais un 30% parce que j'avais des dossiers avec le gouvernement qu'on gérait sur certains enjeux. J'avais, tu sais, la CNESST aussi, que c'était moi qui allais pour la médiation, par exemple. Donc, je gardais toujours un peu mon volet droit, qui a toujours été là puis que j'ai toujours aimé. Mais c'est sûr que je faisais beaucoup de RH à partir du moment que j'ai commencé à apprendre un peu les RH, à quoi ça ressemblait. Donc, c'était probablement 70-30, mais j'ai toujours voulu garder mon droit parce que j'ai découvert avec le temps que ce que j'aimais, c'est toucher à tout. Ouais. J'aimais ça toucher au droit, j'aimais ça toucher au RH, j'aimais ça toucher à la stratégie, faire des objectifs, toucher aux données. Comment ils nous parlent, les données. Donc, j'aimais ça toucher un peu à tout. Puis c'est ce que j'ai découvert avec mon parcours. J'ai appris à me connaître moi aussi, puis à savoir qu'est-ce que j'aimais. Puis j'aimais pas ça être experte dans quelque chose. J'ai appris de moi récemment, là. 49 ans, je commence à me connaître. Il était temps. Mais bref, j'ai commencé à comprendre que je suis pas experte dans rien, mais j'aime ça avoir des compétences un peu dans tout. Cette curiosité-là, ça drive, je pense. Moi, j'adore les gens curieux parce que, justement, ils découvrent quelque chose, ils essayent, ils se lancent des défis, comme tu dis. Exactement. Non, j'aime ça, puis je suis hyper curieuse, puis j'aime apprendre. Puis chez Créaforme, mon passage après Cinéos, j'avais la chance d'avoir ma personne en marketing RH, Odile, je pense que tu la connais. Ouais. Écoute, elle est tellement géniale, mais je pensais que j'étais curieuse, mais j'ai découvert quelqu'un d'encore plus curieux que moi. Puis on partageait tellement de trucs, podcasts qu'on écoutait, qu'est-ce qu'on faisait, la lecture. Puis j'adorais ça. Elle nourrissait ma curiosité, Odile, en étant quelqu'un elle-même de très, très curieuse. Très curieuse.
Donc, on en a parlé. Tu passes de Syneos à Créaforme, des tests dans le pharmaceutique à l'ingénierie puis manufacturier. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce changement-là? Ça faisait 11 ans que j'étais chez Syneos. Quand même. Puis, Créaforme m'a approché pour me dire, écoute, est-ce qu'un poste chez nous comme leader RH pourrait t'intéresser? J'y ai réfléchi, mais pas trop longtemps, parce que ça faisait un petit bout que je commençais à y penser de comment je pourrais apprendre de nouveau. J'avais comme l'impression que j'avais peut-être fait un peu le tour du jardin chez Syneos, même si j'adorais ça. J'avais l'impression que j'avais besoin d'un nouveau défi. Je pense qu'ils ont cogné à ma porte au bon moment. Puis à partir du moment que tu mets les pieds chez Créaforme, t'es faite. Ah oui. Parce que les gens, mais l'atmosphère aussi du bureau quand tu arrives là, l'innovation. Donc, je pense que le moment que j'ai mis les pieds là, ils venaient de m'avoir. Donc, c'est ça. Par la suite, je suis rentrée chez Créaforme. Puis l'équipe RH, ça ressemblait à quoi, mettons, à l'époque, quand tu es rentré chez Créaforme? Puis Créaforme, de façon globale, en termes de grosseur? À l'époque, je ne veux pas me tromper, on était 5 ou 6 RH. OK. Lorsque je suis arrivée, on était environ 600 employés. OK. Donc, ça ressemblait beaucoup à Syneos. Je parle les premières phases, là, pas Syneos global, mais Créaforme appartient à Amtech, quand même une grosse entité qui est basée aux États-Unis. Donc, j'arrive chez Créaforme, c'est 600 employés à l'époque. Aujourd'hui, lorsque j'ai quitté, c'était 700, beaucoup plus gros aujourd'hui, là, après une acquisition. Mais j'arrive là, puis on est une équipe de 6 RH, mais des gens exceptionnels dans l'équipe pour de vrai, là, des compétences toutes différentes, mais une équipe qui était assez solide puis unie. Tu as parlé d'Odile, tu dis quand on rentre là, on se fait aspirer, mais il y a eu le nouveau bureau, vous avez déménagé. Je pense que ça a été un projet aussi à l'interne, de dire comment on implique nos employés dans la création du nouveau bureau, puis tout ça. Tout à fait, puis aujourd'hui, la présidente, Fanny, c'est elle, à l'époque, avant d'être présidente, qui avait été la gestionnaire de projet, je dirais, de toute cette nouvelle bâtisse-là, Okay. sur comment, justement, impliquer plus nos employés, c'est quoi les besoins de nos employés, en regard de l'ADN de Créaforme, là. C'est une gang de sportifs, une gang de gens qui adorent l'innovation, qui veulent toujours apprendre. Donc, comment qu'on crée une ambiance qui cultive cette passion-là de l'innovation. Donc, tout ça était axé là-dessus. Puis, Fanny, elle a fait un boulot extraordinaire comme gestionnaire de projet parce que les bureaux sont fantastiques là-bas. Là. Puis les employés, il y avait un comité, je me semble que j'avais lu ça, il y avait comme sur le comité d'architecture où il y avait des feedbacks, il y avait des employés qui étaient là. Oui, exact. Il y avait un comité d'employés pour donner les feedbacks, mais Créaforme a une passion pour les comités parce qu'il y a même un comité café. Donc, il y a un comité qui avait été mis en place parce que le monde adore le café là-bas, puis c'était de goûter quel café on allait rentrer chez Créaforme. Donc, on était avec une gang d'ingénieurs. Hein? Okay. Donc, tu pouvais pas rentrer n'importe quel café. Ah ouais. Ouais. Donc, il y avait les tests de café. Donc, il y avait beaucoup de comités, dont ceux-là qui étaient en place pour faire partie des nouveaux bureaux. OK. On a des fois le challenge de dire à quel point c'est la responsabilité de l'entreprise, le bonheur au travail, puis à quel point c'est la responsabilité de l'individu. Tu sais, chez Créaforme, ben, tu as parlé d'Odile qui fait beaucoup d'initiatives, tout ça. À quel point est-ce qu'une entreprise peut aller pour le bonheur de ces gens, puis c'est sa responsabilité? J'ai toujours cru que t'as pas de ton. Donc, il faut que ça se cascade. Tu peux pas juste mettre des valeurs en place ou dire voici notre mission ou notre vision sans l'incarner toi-même. Donc, je pense, lorsque je suis arrivée chez Créaforme, déjà, le comité exécutif participait énormément aux activités des employés, faisait beaucoup de sport avec eux autres, allait s'entraîner dehors, jouer au volleyball. Puis lorsque tu t'en vas jouer au volleyball avec quelqu'un, tu démocratises beaucoup la position hiérarchique. Donc, tout le monde devient sur le même plancher. Donc, il incarnait beaucoup les valeurs qui prônait. Puis je pense que c'est ça qui fait la différence. Lorsque tu dis quelque chose, mais que tu le fais également, mais au jour le jour. L'exécutif, quand il arrive, Fanny, quand elle arrive dans la journée, là, c'est sûr qu'elle a peut-être un petit peu moins le temps en ce moment, mais elle rentre dans le bureau, elle s'en va à la cafétéria, à dîner avec les employés, jaser avec eux autres. Mais ça démontre aux autres l'importance qu'elle accorde aux employés. Puis je pense que ça part d'en haut, mais c'est sûr que les employés ont
un devoir, eux autres aussi, c'est de participer, d'embarquer, puis de faire valoir leurs idées. Si tu as une idée, lève la main, partage-la, parce que c'est toi le mieux placé pour amener une idée, parce que c'est toi l'expert dans ton domaine. Donc, je pense que c'est à 2 niveaux, mais c'est important qu'en haut, tu peux pas juste dire des choses. Il faut que tu l'incarnes, il faut que tu le vives, puis que tu le fasses voir aux gens. Puis ça résonne avec ce que tu dis aussi c'est nos gestionnaires qui sont nos premières lignes qui sont là. Fait que si on promouvoit l'innovation, on promouvoit la proximité, puis ton gestionnaire va jamais dîner, vient jamais aux activités sociales, il est là, ou quand tu amènes une idée, c'est non, non, non. Ben, la culture, elle passe pas. Exactement. Donc, c'est hyper important, comme on disait, je reviens à tout à l'heure, mais non seulement de former tes gestionnaires, mais il faut que tu t'assures qu'eux autres aussi soient bien. Tu sais, lorsqu'on parle de santé mentale, on parle souvent de tout le monde, des gens, prendre soin des gens, mais c'est tes gestionnaires qui vont prendre soin de tes employés. Eux autres aussi, il faut que tu t'assures qu'ils soient bien, leur bien-être. Puis je pense que c'est primordial. Comment est-ce qu'on peut faire ça dans l'organisation? Tu parlais de sondage, mais comment tu peux t'assurer que tes clients internes, qui sont tes gestionnaires, sont bien accompagnés? C'est un défi en particulier. Plus tu grossis comme entreprise, plus c'est dur d'aller garder ce contact-là avec le monde puis de t'assurer que tu as le bon pouls. Mais je pense que on avait commencé à mettre en place chez Créaforme des rencontres de gestionnaires. On a fait aussi du co-développement. On a mis ça en place, le co-développement, pour justement aller prendre le pouls de comment vont nos gestionnaires, faire des rencontres, leur expliquer, OK, voici maintenant là, la directive qu'on va prendre. Êtes-vous d'accord avec ça? On avait fait une consultation pour savoir si on ramenait le monde à la maison pour le télétravail. On s'est dit, ceux qui vont le vivre, là, nos décisions, c'est nos gestionnaires. On va aller s'asseoir avec eux autres, puis on va leur expliquer où est-ce qu'on veut s'en aller. On leur a dit, nous, on veut ramener plus le monde à la maison après la pandémie. À la maison ou au bureau? Au bureau, excuse. Okay. Oui, c'est ça. On veut tous les envoyer à la maison, là. Donc, comment qu'on fait ça? Bon, d'accord. C'est ça. Exact. Non, comment qu'on veut les ramener plus au travail? Donc, on est allé s'asseoir avec eux autres. Fanny est allée s'asseoir avec eux autres, on a dit, voici notre plan, mais on veut s'asseoir qu'on comprenne bien la réalité de vous et de nos employés. Puis qu'est-ce que vous pensez qui est la meilleure façon de le faire? Puis c'est quoi qui est le plus réaliste? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 3 jours? Est-ce que c'est on vous laisse décider par équipe? Donc, on les a écoutés. On a fait différents groupes. On les a écoutés, on a pris le pouls. Puis par la suite, on s'est dit, OK, voici notre décision. On est revenu, on a dit, voici notre plan de match. Êtes-vous d'accord avec ça? Donc, c'est aller les consulter. Ils ont l'impression qu'ils font partie de la solution. Mais en même temps, lorsque tu fais toutes ces rencontres-là, tu es capable de prendre un peu le pouls comment tes gestionnaires vont. Est-ce que c'est parfait? Vraiment pas, mais tu essaies des choses, mais c'est surtout d'aller à la rencontre de ces gens-là pour être capable de prendre le vrai pouls. Vous aviez une personne à l'interne à l'expérience employée, Odile qu'on parle. Son quotidien, c'est pas toutes les organisations qui se paient une ressource comme ça pour le faire. Ça ressemble à quoi son rôle? Puis pourquoi c'est important dans l'organisation? C'est hyper important. Puis il y en a des organisations, je pense, qui ont comme l'expérience employée, si on veut, le rôle d'Odile, marketing, expérience employée, ils l'ont dans le marketing. Puis nous, on avait une grosse équipe marketing chez Créaforme, mais ils avaient décidé de la mettre. Ils croyaient tellement au marketing puis à l'expérience employée RH qui ont dit non, cette ressource-là, elle doit aller avec les ressources humaines pour savoir où est-ce que les ressources humaines veulent aller, puis améliorer l'expérience humaine. Puis le rôle d'Odile, c'était à partir du moment qu'on affiche un poste jusqu'à la sortie de l'employé à sa retraite, comment on veut y faire vivre une meilleure expérience. À tout point de vue, dans tout le cycle d'un employé chez Créaforme, comment on peut essayer de faire vivre une meilleure expérience employée. Puis ça, c'était le rôle d'Odile, puis elle le jouait à merveille. OK. Outre avoir sa bonne sorte de café qu'il apprécie, te souviens-tu des éléments plus différenciateurs qui ont été mis en place dans le cycle de l'employé? Bien, chez Créaforme, l'expérience à l'entrée, lorsqu'un nouvel employé arrive, je pense que toute l'expérience, ta première journée, la présentation qu'il va avoir, en particulier des RH, ensuite les gestionnaires, ensuite te faire vivre c'est quoi Créaforme. On a un gym à l'intérieur, mais on a un gym aussi à l'extérieur. On a un barbecue, on a un bar à l'intérieur. Là. Okay. Donc, c'était de faire vivre ça dès le départ à un employé. Comment qu'on peut y faire vivre
c'est quoi Créaforme dès ces premiers 2 semaines, là, pour qu'ils saisissent vraiment les 5 à 7 à toutes les 2 semaines, que lorsqu'ils arrivent, pour qu'ils puissent rencontrer tout le monde. Puis aussi, ce qu'on avait mis en place, c'est lorsque tu étais un employé qui arrivait de l'étranger, dès que tu arrivais chez nous, on te mettait en contact avec la communauté. OK. Hispanophone, italienne, française. On essayait de dire, OK, regarde, ça, c'est une communauté chez nous d'Espagnols, puis tous les mercredis, ils se rencontrent pour faire des dîners. On le joignait à lui. Dans vos employés ou Dans nos employés. Okay, dans nos employés, on le mettait, on faisait des dîners de personnes qui arrivaient de l'étranger pour qu'ils essayent de se sentir un petit peu mieux en entrant. Déjà que c'est difficile pour ces gens-là d'arriver. Donc, comment qu'on pouvait rendre leur arrivée chez nous, c'est plus facile parce que c'est pas facile pour ces gens-là. Je pense que c'est ça qu'on avait réussi à mettre en place qui était fort. C'est comment qu'on prend soin des gens qui arrivent de l'extérieur puis qui vivent quand même un choc, mais comment qu'on peut mieux les accueillir. Puis là, tu me dis, bon, Créaforme, Ametec, c'est une grosse société. Comment, à l'intérieur, c'est vous qui avez acquis ou vous avez été acquis par... Non, c'est nous, on a décidé, Créaforme à l'époque a décidé d'aller se mettre sur le marché, si on veut, parce qu'ils voulaient investir puis de grossir. Donc, c'est là qu'ils ont été se mettre sur le marché. C'est là que Ametec a été le grand gagnant et a acquéri Créaforme à l'époque. Puis comment tu peux, à l'intérieur d'un processus comme ça, conserver ta couleur, ta culture? C'est-tu challengeant ou ça dépend de qui t'acquiert? Ça dépend de qui t'acquiert, mais je pense qu'ils ont fait une job extraordinaire à garder ces valeurs-là, mais ce sentiment d'appartenance. Mais je te le disais tout à l'heure, c'est dur à garder parce qu'ils ont grossi beaucoup Créaforme. C'est vraiment positif, mais de garder ça quand t'es dans 15 pays, comment tu mets cette culture-là dans d'autres pays qui n'ont pas la même culture que toi? Comment tu conserves ça? Ça, c'est du travail à tous les jours. Puis, t'assurer que tes RH ont les outils pour essayer de conserver ça. Mais c'est pas juste une question d'RH, là, c'est une question de tes gestionnaires, encore une fois, puis que le monde y croit, puis qu'ils continuent d'adhérer, puis que comment tu fais embarquer tes gens à l'international dans cette culture-là. Ça, c'est un défi. Tu as parlé de Fanny, qui est gravie. Est-ce que tu sais, le leadership au féminin, tout ça, comment ça t'interpelle? Comment tu travailles avec ça? T'as parlé de ton mentor chez Cinéos, puis Fanny. Mais Fanny, moi, je la considère aujourd'hui, puis j'y ai dit dans ma petite lettre que j'ai écrite lorsque je suis partie, je la considère comme mon deuxième mentor, puis je pense que c'est la personne qui me fait le plus évoluer dans ma carrière. C'est une femme extraordinaire, puis tu te rends compte que c'est pas parce que tu es rendu à un poste comme présidente que tu peux oublier l'humain, puis Fanny, elle a l'humain à cœur, c'est incroyable, puis ça paraît. Puis elle aussi, lorsque je suis arrivée, ça a vite cliqué avec Fanny, puis c'est quelqu'un qui donne vite de la rétroaction, Fanny, puis moi, j'aime ça, je viens du sport. Lorsque tu débarques du banc, c'est là que tu dois avoir le feedback, c'est pas dans 2 semaines, puis Fanny, elle vient du milieu du sport aussi, puis c'était comme ça qu'on a créé notre relation. Lorsqu'il arrivait des affaires, puis des fois, puis c'était tout le temps constructif. On se parlait, le dialogue était très ouvert, puis Fanny, c'est un leader féminin incroyable parce que justement, elle est super passionnée, hyper intelligente, mais elle reste très humaine, très près du monde, puis je pense que c'est ça qui fait sa force. Tu as dit quelque chose, je vais faire un double-clic là-dessus. Tu dis, je viens du milieu du sport, je veux mon feedback tout de suite. Puis des fois, comme gestionnaire, on laisse traîner les choses, on fait pas. Qu'est-ce que tu peux me conseiller là-dessus? Je pense que c'est l'affaire. On avait fait un sondage, encore chez Créaforme, mais qui démontrait que l'affaire pour les gestionnaires québécois, parce que c'était pas la même réalité pour les gestionnaires à l'étranger. Okay. Par exemple, les Français, c'était beaucoup plus facile pour eux autres de donner de la rétroaction. Nous, l'enjeu principal de nos gestionnaires, dans tout ce qu'ils ont à faire, la chose qu'ils trouvaient le plus difficile, c'était de donner de la rétroaction. Donc, on est allé jouer là. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il faut les former parce que c'est une chose qui est très difficile, mais c'est une des choses les plus importantes parce que comment qu'on évolue, c'est en ayant du feedback. Comment je peux savoir que je dois travailler sur mon pied droit si personne ne me dit jamais que, Mélissa, quand tu tournes avec ton pied droit avec un ballon, tu as de la misère, je le travaillerai jamais s'il n'y a jamais personne qui me le dit. Donc, c'est hyper important dans le rôle d'un gestionnaire de donner de la rétroaction constructive. Mais c'est difficile. Mais il faut le faire. Tu ne peux pas attendre 3-4 semaines que les choses soient passées. Lorsqu'il arrive un événement, tout est dans la façon de le faire. Ton employé, il fait une présentation, il arrive dans ton bureau.
puis de lui dire, écoute, tu sais, qu'est-ce que tu aurais pensé de dire ça comme ça? C'est de le faire, tu sais, assez rapidement pour que la personne comprenne, ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer? C'est pas facile, mais c'est là-dessus qu'il faut essayer de travailler avec nos gestionnaires. Que de le faire, c'est pas négatif. Au contraire, c'est hyper positif parce que ce que tu veux, c'est que la personne s'améliore. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que les chants des sirènes t'ont amené à l'aéroport? Parce que là, t'as fait un bout chez Créaforme, puis tout ça. Fait que là, t'as passé du domaine légal en cabinet, pharmaceutique, manufacturier, puis un organisme public sur la sellette dans le domaine du transport aérien. Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? Moi, j'étais super bien chez Créaforme. J'adore l'entreprise, j'adorais mon équipe. Je reçois un appel. L'aéroport m'appelle et me dit, écoute, on a un poste de leader RH, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Je ne m'attendais pas du tout à cet appel-là. Je me dis, est-ce que tu me donnes encore une fois un peu de temps pour y réfléchir? Je vais prendre le temps de bien analyser la situation parce que je suis très bien dans mon poste, puis je lui dis. Puis dans mon plan de match, je ne pensais pas quitter Créaforme du tout. Et j'arrive chez nous le soir. Je disais à mon chum, je dis, écoute, je viens de recevoir un appel de l'aéroport, puis ils ont un poste de leader RH, puis ils me demandent si je serais intéressée à suivre le processus. Mais je dis, je pense pas y aller, je suis bien chez Créaforme, tu le sais, puis j'aime ça, donc je pense pas y aller. Mais mon chum, il travaille chez Prévost. Puis depuis l'âge d'à peu près 4 ans, il tripe ses moteurs, ses camions, ses autobus. Puis sa première réaction, c'est qu'il me dit, Mélissa, c'est des avions, des gros avions. Ils ont des moteurs. Là, je dis, OK, mais si on n'a pas toute la même passion dans la vie. Là, il dit, à la limite, il dit, OK, je t'entends, mais il dit, à la limite, tu perds rien là, d'y aller, là, les voir, puis il dit, tu vas aller à l'aéroport, tu vas voir les avions. Là, je dis, OK, là, tu as un point, là, que je perds rien à aller les rencontrer, là. Donc. Je pensais, tu sais, aujourd'hui, avec les parents hélicoptères qui accompagnent leurs enfants en entrevue, lui, il voulait y aller avec toi en entrevue. Je pense qu'il avait le goût de venir. Les gros camions, les gros avions. Exact. Je pense qu'il aurait voulu m'accompagner. Mais bref, là, le reste, ça fait partie de l'histoire, mais à partir du moment, encore une fois, que je suis arrivée à l'aéroport, écoute, sans jeu de mots, j'ai pris mon envol. Oui. Puis, tu disais, c'est un monde complètement différent. La réglementation, il y a plus que juste des avions à l'aéroport. Ah, c'est fou à l'aéroport, puis on s'attend pas. Moi, ce qui m'a surprise, comme tu as dit, c'est vraiment le fait que c'est hyper réglementé. Je m'attendais à ça, mais jamais à ce point-là. C'est la sécurité des gens, c'est la sécurité des passagers, donc c'est hyper sécurisé. Puis ce que je savais pas non plus lorsque je suis arrivée pour ma première entrevue, c'est j'ai demandé combien d'employés il y a à l'aéroport. 2-3 000 personnes. C'est ça que tout le monde pense, mais c'est 180 employés qui sont sous le chapeau de l'aéroport. Mais à tous les jours, c'est entre 2500 et 3000 employés qui naviguent dans l'aéroport. On parle des compagnies aériennes, des fournisseurs, du service, des restaurants à l'aéroport. Donc, c'est immense. C'est une micro-société, l'aéroport. Quelques secondes pour remercier notre partenaire principal du podcast Leader RH. J'ai nommé Ansia. Ansia qui lance cette année, en 2026, une IA vocale de recrutement, donc qui comprend le québécois. L'idée, c'est de permettre aux candidats d'avoir le choix entre faire une entrevue traditionnelle avec une préqualification traditionnelle avec un recruteur ou de pouvoir, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, faire une entrevue avec un recruteur AI, poser des questions sur l'entreprise et aussi expliquer son parcours. Dans tous les cas, un recruteur humain réécoute la conversation et est en mesure de faire une rétroaction personnalisée aux candidats ou candidates qui ont utilisé l'AI. Avec l'IA vocale de recrutement d'Ansia, c'est donner le choix et garder l'humain. Je terminerai en vous remerciant. Merci d'être là et d'écouter. Merci aussi de partager le podcast et de faire grandir la communauté de leaders RH. Fait qu'on pense que tout ce monde-là travaille pour l'aéroport, mais en réalité, c'est tous des employeurs différents. C'est comme un gros centre d'achat où tu as plein d'employeurs, puis toi, t'es les employés du centre d'achat qui font gérer la bâtisse, dans le fond. Tout à fait, exactement. Donc, c'est ça. Donc, nos employés interagissent constamment avec d'autres employés. Okay. Puis qu'est-ce que ça change dans la dynamique, mettons, d'RH, de support puis d'accompagnement?
c'est un peu différent parce que des fois, ton terrain de jeu, il est limité. Tu sais, dans le sens que tu t'assures que tout le monde est bien sur le site de l'aéroport, mais ils interagissent avec des employés qui ne sont pas nécessairement les tiens. Donc, il faut que tu gardes toujours des bons contacts avec les entreprises qui travaillent sur le site de l'aéroport. C'est hyper important de garder un contact puis le canal de communication ouvert parce que justement, nos employés qui interagissent avec d'autres, on a des chantiers de construction. Nos employés veulent s'assurer de la sécurité de nos employés, mais il y a des réalités, c'est que des fois, les chantiers, c'est pas nous le maître d'œuvre sur ce chantier-là. Donc, il y a des réalités de santé-sécurité. Donc, tout ça est interrelié. Ils appliquent leur programme de santé-sécurité à l'intérieur du vôtre comme maître d'œuvre. Exactement. C'est le général. Oui. OK. Fait que c'est beaucoup de matriciel, beaucoup de relationnel. Et beaucoup de feedback. Beaucoup de feedback. Là, ça fait quoi, 6 mois, 8 mois à peu près dans ton rôle? 7 mois. 7 mois. Bon. Ouais. Comment tu prends un rôle? Tu sais, tu as une expérience, tu as vécu différentes organisations, tu arrives dans... C'est quoi les premières étapes? Comment on prend un nouveau poste comme RH? Lorsque j'ai décidé de prendre la position, heureusement, j'avais une de mes amies qui venait de décider, elle aussi, de quitter une grosse organisation à Québec pour relever un nouveau défi. Puis elle venait d'arriver il y a peut-être 6, 7, 8 mois, je me souviens plus, dans sa nouvelle organisation. Puis on est allé souper un soir, puis j'ai dit « Comment tu as géré ton arrivée? » Toi, moi, j'avais déjà mon plan un petit peu, comment je voulais arriver à l'aéroport, mais j'ai dit « Comment tu as géré ça? » Puis elle a dit « Écoute, je suis arrivée, puis je m'étais fait mon plan 90 jours, puis qui je voulais rencontrer en partant, comment je voulais comprendre la business. » Puis c'est un petit peu comme ça que je l'ai fait. J'ai fait mon plan 90 jours. Qu'est-ce que je voulais faire pour vite être capable de me mettre dans le bain, comprendre mes processus RH, comprendre la business, comprendre les enjeux de la business. Donc, je me suis fait un plan qui je voulais rencontrer. Puis pour moi, le plus important, après avoir compris mes processus RH, c'était je veux comprendre la business. Puis je vais aller rencontrer chacun des gestionnaires pour bien comprendre qu'est-ce qu'ils font au jour le jour, c'est quoi leur enjeu, puis comment le département RH peut mieux les supporter. Puis l'autre chose que j'ai faite, mon directeur finances, j'ai demandé, j'ai dit, je veux que tu me parles des finances de l'aéroport. Explique-moi l'histoire. D'où est-ce que l'argent arrive? D'où est-ce que l'argent sort? C'est quoi les enjeux? Parce que c'est comme ça que tu comprends l'histoire d'une entreprise puis ses défis. Ça, j'aime ça. Puis c'est un point, des fois, qu'on a peur comme RH. On dit, puis je trouve que c'est une super belle façon de monter, de devenir stratégique, de comprendre comment la business fait son argent, quelles activités sont plus profitables que d'autres, comment on peut améliorer les marges, parce que ultimement, même si c'est un organisme à but non lucratif, exact. Vous avez quand même des opérations, du monde, tu vas avoir à aller chercher, si tu veux, tu parlais de fonds de pension, ou quoi que, ça a un impact financier. De comprendre la business, je trouve tellement c'est quelque chose qu'on fait pas assez souvent, vraiment. Tout à fait, puis je pense que c'est hyper important, en particulier comme RH, c'est de comprendre la business, parce que si tu comprends la business puis tu comprends ses enjeux, tu vas être capable de mieux supporter la business, puis tu vas être capable de mettre des actions puis des projets en place qui vont être alignés avec les besoins de la business, puis aussi tu vas gagner en crédibilité. À partir du moment que tu es capable de comprendre les chiffres, puis tu es assis à la table d'exécutif, bien, tu es capable d'avoir ta crédibilité, mais ton apport aussi pour mieux comprendre où est-ce qu'on s'en va, puis où est-ce qu'on veut aller, puis comment les RH peuvent supporter l'organisation. Ouais, je trouve ça le fun de sortir aussi. Souvent, la partie budget ou chiffre qu'on va gérer, ça va être le budget RH. Qu'est-ce qu'on a dans notre budget, mais de comprendre qu'est-ce qu'il y a autour, puis comment on vient s'inscrire à l'intérieur de ça. C'est une très, très belle façon de monter, oui, en compétences. Puis, Exact. Puis moi, j'aime ça. J'adore les chiffres, ça paraît pas, parce que moi, j'ai un chapeau d'RH qui n'a pas cette réputation-là. Puis j'ai le chapeau d'avocate qui n'a non plus pas cette réputation-là. Donc, je partais avec 2 prises. Puis comment tu t'es formé là-dedans? C'est sur YouTube qui a fait du feu encore pour comprendre? Mais... Non. Là, j'ai été m'asseoir avec d'autres mondes. J'ai lâché YouTube. Hein? Puis je me suis assis avec toujours mes gens de finance pour qu'on m'explique... les chiffres, qu'on m'explique la business. J'ai été me former, moi aussi, chez Amtech Créaforme. Il y avait des programmes en ligne de formation de finance. Puis, je suis allée en faire beaucoup. Puis, lorsque je suis arrivée à l'aéroport, Stéphane me demandait, y a-t-il quelque chose que tu aimerais développer encore plus? Puis, j'ai dit oui.
mon côté financier, je veux continuer à l'améliorer. J'ai encore énormément à apprendre, mais je veux continuer d'évoluer à ce niveau-là, puis mieux comprendre la business, mais la finance aussi. Vraiment, vraiment intéressant. Tu parlais du rôle président qui a été mentor, Fanny, l'autre président. Comment un RH peut apporter de la valeur à son président, sa présidente, son DG? Comment tu peux jouer ce rôle-là, toi, à l'inverse, de challenger ton président? Je pense que le rôle des RH, faut être stratégique, comme je disais. Je pense que c'est hyper important. Si tu comprends ta business puis les enjeux, déjà là, tu peux bien essayer de supporter ta présidente ou le reste de tes gestionnaires. Mais je pense que tu es là aussi pour y faire voir ses angles morts. Dans le sens qu'on adore l'humain, nous, puis ce qu'on veut, c'est que notre président continue de rester humain. Donc, de dire des fois, écoute, puis je n'ai eu des discussions avec Fanny ou même avec Stéphane. OK, je pense que là, ça fait longtemps que tu n'es pas allé dans le département, d'aller dire bonjour, d'aller passer, faire ton tour. Ça semble anodin, mais pour les employés, c'est important. Donc, je pense, eux autres sont pas habitués de se faire donner de la rétroaction, puis ils en veulent encore. Tu sais, ça les nourrit. Donc, je pense que c'est d'aller leur dire peut-être ce qu'ils voient un peu moins, d'être vrai avec eux autres. Mais pour faire ça, il faut que tu aies réussi à avoir établi une certaine crédibilité puis une certaine confiance entre les deux. Mais à partir du moment que tu es capable de faire ça, je pense que c'est là qu'ils ne sont pas habitués de l'avoir, cette rétroaction-là. Puis je pense qu'ils l'apprécient puis ça les aide. Ouais, puis la rétroaction qu'ils vont recevoir ou qu'ils vont les faire plus réagir, c'est le chiolage. Ça va être assimilé comme du chiolage. Ah, c'est pas content. Mais il y a une façon de transformer ça. Et, que c'est pas du chiolage, mais c'est une façon pour eux d'aller recevoir du feedback. Ben oui, puis moi, je le présentais, par exemple, je dis Fanny, mais je présentais ça à Fanny, je dis, les gens s'ennuient de toi sur le plancher. Tu sais, au lieu de le tourner négativement, c'est les gens s'ennuient de toi sur le plancher, ils ont hâte de te revoir. Tu sais, ils aimaient ça quand tu passes, ils aimaient ça quand tu allais à la cafétéria dîner avec eux autres. Donc, c'est de le tourner constructivement. On parle de transformation dans les organisations. Tu as été à l'aéroport, plein de chantiers, chantiers au sens propre et figuré. L'AI, c'est-tu quelque chose qui va vous toucher? C'est-tu comment vous embrassez tout ça? Là, on est justement on a parti, il y a un petit bout de temps, un comité AI transformation et aussi gouvernance, là. Puis c'est pour justement savoir comment on peut mieux utiliser l'AI, puis comment qu'on peut former nos gens à mieux utiliser l'AI pour être plus efficace, plus sécuritaire aussi. Mm-hmm. Puis on a la chance à l'aéroport, notre VP vente, mais aussi TI, il est super innovateur. Il voyage beaucoup à travers le monde. Il ramène plein d'idées, puis lui, là, la tête, il spinne constamment de nouvelles idées. Donc, il arrive, puis c'est là qu'on va aller. Avec ces nouvelles idées-là, où est-ce qu'on peut aller, puis comment qu'on peut utiliser l'AI intelligemment, mais de façon sécuritaire pour être sûr de protéger tout ce qui est confidentialité. Puis je pense que vous prenez l'optique de former vos gestionnaires, former vous autres même comme comité de gestion, plutôt que d'arriver à la base puis de dire, voici, vous allez faire ça, mais vous autres, vous ne l'utilisez pas, puis vous autres, vous n'êtes pas formés en soi. Exactement. Si on veut la cascader, je pense que nous, il faut bien se former, il faut bien comprendre ce qu'il y a devant nous. Donc, par la suite, ce qu'on va faire, c'est de former nos employés aussi. Mais on va commencer par se former, on va former nos gens, puis par la suite, on va lancer les outils à être utilisés pour être plus efficaces puis aller de l'avant. Quoi d'autre que sur ta table à dessin? Sans rentrer dans le secret des dieux, qu'est-ce qui t'attend les prochains temps? Écoute, en ce moment, on a plein de projets à l'aéroport. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Je pense que ça a été dans les médias toute l'infrastructure qui va être mise en place éventuellement. Puis avec notre objectif de 2,4 millions de passagers pour 2030. Donc, on a du pain sur la planche. Former nos gens, je pense que ça va être hyper important. Je pense que c'est ça le gros enjeu, tant au niveau AI que de comment se réinventer avec la nouvelle réalité qui arrive. C'est de mettre ça en place. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de projets sur la table. Il faut juste les prioriser en ce moment, mais c'est pas le boulot qui manque en ce moment. Oui.
ta curiosité va être encore stimulée. Puis, J'espère. vous pourrez pas dire qu'on vous écoute pas. Il y en a plusieurs qui nous demandent où est-ce qu'on a pris le jeu Nouvelle Recrue qu'on joue à la fin de nos podcasts avec nos invités. Ben, vous avez juste à aller sur nouvellerecrue.ca. Il est maintenant disponible en ligne, en commande. Vous pouvez vous en faire livrer. Puis l'utilisez vous aussi avec vos nouvelles recrues pour apprendre à les connaître dans les premières journées, premières semaines en emploi. Alors, amusez-vous autant que nous. nouvellerecrue.ca. Ben, écoute, je vais faire le jeu de mots. Je vais nous faire atterrir. Ta carrière a pris l'envol. Je vais nous faire atterrir avec une petite question, notre jeu d'accueil et intégration. Je vais t'inviter. T'inviter à piger une question et à y répondre. Vie personnelle. Oui. Présente-moi brièvement ta famille, frères, sœurs, parents, enfants, animaux de compagnie. Wow! Où est-ce que je commence? Bon, on sait que tu as 2 enfants et tu as un chum chez Prévost. Oui, ça va déjà bien. Je vais commencer par le plus important. J'ai un chat. Ah. Prend beaucoup de place dans ma vie, oui. moi. Non, plus sérieusement, j'ai une sœur que je suis hyper près. Ma sœur, elle habite à Saint-Lambert, à Montréal, puis on est restés super près. Aujourd'hui, on voyage ensemble, tout en famille. Ma famille, pour moi, c'est primordial. Donc, depuis des années, on voyage les 2 familles toujours ensemble. J'ai cette chance-là d'avoir une plus grande sœur. Donc, elle aussi, elle a été hyper importante dans ma vie. Puis, j'ai 2 enfants, 19 ans et 18 ans. Tristan et Léa. Ils m'avaient demandé de ne pas nommer leur nom. Oups! Bip! Exact. Puis, c'est ça. J'ai mon chum qui travaille chez Prévost et qui adore les moteurs. Mais c'est ma famille. Puis pour moi, la famille, c'est tout. C'est mon ancrage. Et je pense qu'une chose qui est importante, c'est de garder cet équilibre-là. L'équilibre entre... je pense que la carrière est importante lorsque tu es passionné par ça, mais je pense que la famille est importante. Ta vie privée est importante, de faire des activités, de bouger, puis d'avoir ce bel équilibre-là. Je pense qu'on est capable de le trouver, puis de prioriser justement, puis de dire, écoute, oui, il y a la job, mais ce qui est encore plus important, c'est ta famille, puis ce que tu aimes, tes passions. Puis c'est là que tu arrives à un bel équilibre. Puis je pense que c'est super important. Puis on parle souvent d'équilibre travail-famille. Et c'est pas juste un enjeu de l'employeur. Ça nous revient à nous aussi de prioriser ça, puis de vivre, puis de faire la part des choses entre notre travail puis notre famille. Oui, mais tout à fait, tu as raison. Puis je pense que c'est important de le faire pour se garder droit puis se garder sain d'esprit. Ben, sur ces sages paroles, je te remercie infiniment, Mélissa. Je suis bien content qu'on se soit repris puis qu'on ait pu avoir la discussion aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Michel.